effectivement, en vivant ici, on ne vit pas qu'entre nous les Congolais. Il faut le dire vrai. On a des amis guinéens, maliens, rwandais, burundais, on fait pas vraiment de différence. Et voilà, toutes ces femmes ont besoin d'être mises en avant, ont besoin qu'on parle d'elles, ont besoin qu'elles montrent qu'elles existent. Et surtout, c'était par rapport au fait aussi que nous voulions aussi encourager les autres femmes qui justement n'osent pas peut-être se lancer ou quoi. Et donc voilà, c'est pourquoi donc on a créé donc ce networking donc de femmes entrepreneuses du réseau afropolitain, donc d'origine africaine, qui vivent dans une ville et qui donc, comme je dis, en niveau, elles sont parfaitement intégrées et actives. Et en fait, le but de cette rencontre, c'est que nous prenons 4 à 5 intervenantes qui viennent en fait raconter leur parcours, leur expérience et comment elles sont arrivées à ce succès. Parce qu'en fait, la plupart du temps, ce sont des success stories. Tout à fait. Donc, et voilà. En écoutant ces femmes, on se rend compte effectivement qu'il y a beaucoup d'embûches, hein, effectivement, de par le fait qu'on est d'origine africaine. On est une femme, on n'est pas dans notre pays, donc il y a beaucoup de choses qui fait que... Alors, ce que je dois préciser, vous êtes très modeste, parce que vous aurez pu également informer, en tout cas dire à nos amis internautes et téléspectateurs que vous êtes à l'origine de la première rencontre entre Madame Cécile Kyenge, qui fut ministre de l'intégration italienne, qui n'est plus malheureusement, mais qui a été élue députée européenne le 25 mai. Mais vous avez surtout défendu la candidature du docteur Mukwege pour le prix Nobel 2013. Oui, effectivement. Donc, dans le cadre de nos activités de l'ASBL GFAIA, donc, comme je dis, nous sommes toujours amenés à promouvoir, ou en tout cas à conduire la femme africaine, à la responsabiliser un peu aussi dans ce qui se passe dans le monde. Et par rapport à Cécile Kyenge, moi j'étais tout à fait offusquée de l'attitude de certains Italiens. Je dis certains parce que moi-même je suis née en Italie et j'ai grandi en Italie et j'avoue ne pas avoir vraiment connu ce racisme donc, très violent qu'elle a pu rencontrer. Et pour moi il était très important qu'elle vienne, quand elle venait en Belgique, qu'elle rencontre aussi des femmes qui avaient le même parcours qu'elle, mais qui n'avaient pas connu tous ces problèmes comme elle, et nous montrer surtout que nous étions là pour la soutenir et l'encourager pour qu'elle aille plus loin. Aujourd'hui, elle est députée européenne, elle n'est plus ministre, elle est députée européenne. Et pour le docteur Mukwege? Le docteur Mukwege, ça c'était vraiment une histoire, je pense que c'était pas le hasard. Pour moi, je pense que c'était quelque chose que je devais faire. Étant ici, donc on se demandait comment faire pour aider le docteur à ce qui se passait donc à l'Est et ce qu'il endurait à lui tout seul avec son équipe depuis plus de 15 ans. Et la façon, on s'est dit que la meilleure façon de faire parler de lui, c'était de faire un buzz. En tout cas, de sensibiliser les gens, de mobiliser les gens, de rendre l'information beaucoup plus importante. Et pour moi, de toute façon, il méritait d'avoir le prix Nobel. Et je pense que c'était quelque chose qu'il fallait mettre en avant, il fallait lancer. En tout cas, l'objectif a été atteint. L'objectif est... Oui. Alors, pour rappel, donc, le 27 juin, je crois que c'est un jeudi. Le vendredi. Vendredi 27 juin. Oui. Le vendredi 27 juin, à quelle heure, à partir de 19h30 à l'hôtel Métropole. C'est The One, donc The Women of Afropolitan Network. Et donc, voilà, nous aurons 5 intervenantes. Plus quelques surprises. Donc vraiment j'invite les gens à venir découvrir cet événement qui fait maintenant 1 an déjà que nous l'avons lancé et ça vaut la peine vraiment. Message reçu 5 sur 5. Guylaine Molay, je viens vers vous. Alors, pour mémoire, je crois que c'est en 2000 que vous créez le CIPROC. Tout à fait. L'ASBL CIPROC a été créé en 2000. Alors, quelles sont les raisons qui ont milité en faveur de la création de cette structure? Je crois que vous avez parlé d'une de mes casquettes. J'ai été parmi les pionnières à se présenter en politique ici. Et quand j'ai fait mon tour pour voir un peu quel était le problème principal des gens de ma communauté d'origine, alors ce qui est apparu, c'est le problème de l'emploi, l'accès à l'emploi. Alors on s'est dit, avec quelques amis, on a dit voilà, on va créer une association pour accompagner les demandeurs d'emploi, parce que maintenant, Actiris est devenu un peu plus actif, si je peux dire, mais dans le temps, on était un numéro et les gens ne s'y retrouvaient pas. Donc on a mis en place cette association
pour justement accompagner les demandeurs d'emploi. Je crois savoir que ceux qui sont contrôlés par le NEM peuvent en fait venir chez vous pour un accompagnement spécifique. Mais là, je lance un peu de fleurs à mon coordinateur, M. Jean-Jacques Bill. Je crois qu'aujourd'hui, l'ONEM connaît très bien Actiris parce qu'on fait du très bon boulot. Les personnes qui viennent chez nous sont vraiment accompagnées du début à la fin. Quand ils arrivent, elles sont convoquées, ces personnes, quand elles sont convoquées à l'ONEM, elles ont déjà leur dossier bien établi. Et dès qu'elles arrivent à l'ONEM, elles montrent toutes les recherches d'emploi qu'elles ont faites pendant un laps de temps et les allocations sont prolongées. Attention, moi je ne suis pas pour les allocations de chômage. Là où on essaie de trouver du travail aux gens. Mais quand on ne trouve pas du travail, c'est tout à fait normal que ces personnes qui cherchent du travail... Mais à défaut de travail, vous proposez des formations quand même. Nous proposons, ce n'est pas des formations qualifiantes. Dans le temps, on a fait une formation qualifiante qui était le bureautique, mais on n'a pas eu de subvention. Donc ça nous a créé des problèmes puisqu'on a dû payer les profs par des fonds propres. Et là, ça nous a vraiment créé des problèmes. Mais ici, on donne des formations de cours de français, langue étrangère. Tout à fait. Parce que comme je vous ai dit, ces personnes qui arrivent chez nous ne maîtrisent pas le français. Avant de pouvoir aller chercher du travail, il faut savoir comment parler, il faut parler une langue du pays. Donc on a mis en place le cours de français langue étrangère, on a mis en place des ateliers de citoyenneté et démocratie, c'est-à-dire elles doivent comprendre comment fonctionne la Belgique, comment est organisée une école, comment est organisée Actiris, l'ONEM et tout ça, personne ne les savent pas. Alors on met en place ces ateliers. Et en plus, c'est qu'on voudrait, c'est que j'aimerais vraiment faire parce que vous devez savoir qu'il existe quand même la discrimination à l'embauche par rapport à nous, les personnes d'origine étrangère. C'est une réalité. C'est une réalité, nous on les vit tous les jours. Alors qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait que nos compatriotes, les personnes d'origine étrangère qui vivent ici, puissent créer leurs propres entreprises. Et là, on a pu être subventionné pour un projet qui n'est pas à 100% création d'entreprise, mais c'est lié aux enjeux urbanistiques, c'est-à-dire quelqu'un qui veut ouvrir un garage, par exemple, doit savoir quelles sont les normes urbanistiques pour ouvrir son garage. Donc, on a fusionné les deux aspects. Et là, on est en train de suivre 3-4 personnes qui ont leurs projets et qui veulent mettre en place. Et le projet dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a rentré à Actiris, c'est justement la création de sa propre entreprise. Et si on est retenu, ça serait une très bonne chose. Et là, vraiment, la communauté, les jeunes de notre communauté pourront venir, nous pourrons les accompagner pour créer leur entreprise. Alors, Aphrodisiaque, ça c'est votre bébé, c'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur depuis très longtemps. Je rappelle que cette année, c'est la 8e édition. Aphrodisiaque. Tout à fait. Comme vous savez, CIPRO, qui a un C culturel, ça veut dire culturel. Donc, une fois par an, depuis 2001, on a mis en place ces festivals. Ce n'est pas un festival pour s'amuser comme ça, parce qu'il en existe énormément. On essaie toujours de sensibiliser par rapport à un problématique qui se passe en Afrique. Dans le temps, on a fait les enfants soldats quand c'était vraiment cette problématique-là était à la mode. Mais depuis, ça fait la troisième année, mais depuis 2012, on sensibilise par rapport à la drépanocytose. Ça c'était l'année passée, je pense. Cette année aussi, on va faire la même chose. Moi, personnellement, je crois que nous, les Africains, on a, dans chaque famille, il y a une personne qui souffre de cette maladie. Moi, j'ai perdu ma cousine très jeune, Annie Bamboulé, qui souffrait de cette maladie. Et maintenant, là, il y a ma nièce qui souffre de cette maladie. Je pense qu'aujourd'hui, elle doit être encore à l'hôpital. Donc, c'est une maladie vraiment qui me touche de très très près. Donc, cette année, c'est la thématique principale du festival. Et ce qui est grave, c'est que la plupart
des gens ici Ils sont pas au courant. ne connaissent pas cette maladie, malgré la sensibilisation qu'on fait, malgré que c'est que le docteur Ngaï fait tout le temps, mais les comètes mortelles ici ne connaissent pas qu'est-ce que c'est. Donc, on s'est dit, pendant un certain temps, on va quand même continuer à parler de ça. Et cette année, ça sera la même chose. Et c'est un festival un peu familial. On essaie de faire ça toujours dans un parc où il y a des plaines de jeux. Comme ça, les familles, c'est toujours à la fin. Ce sera à Etterbeek, c'est cette fois-ci, rue des Champs, numéro 61. En fait, c'est le parc Fontenay-sous-Bois à Etterbeek, là où il y a la piscine. Le 5 juillet. Le 5 juillet. À partir de quelle heure? C'est à partir de 14h jusqu'à 22h. Donc, il y a, comme toujours dans un festival... Il n'y a pas de droit d'entrée, hein? Non, on ne fait jamais de droit d'entrée. C'est quelque chose qu'on fait vraiment pour la communauté, que les gens puissent rencontrer, se parler, passer un peu de bons moments. Et cette fois-ci, évidemment, il y en a pour les jeunes. Je ne sais pas vous dire le nom des mais artistes. Le commandant Diasselois pourra venir, je suppose. Évidemment, s'il est là, parce qu'il m'a dit qu'il allait peut-être voyager, mais s'il est là, c'est une invitation formelle. J'espère que je vous verrai ces jours-là, parce que, comme toujours dans nos activités, il y a à manger, il y a à boire, il y a le concert. Vous avez prié Zahir à l'époque? Oui. Non. Mon commandant, l'aviation civile congolaise, dont vous êtes une des légendes vivantes, hein. Ne soyez pas modeste, nous le savons, vous êtes une des légendes vivantes. Alors, évidemment, le carnet noir, par opposition au carnet rose, c'est effectivement la disparition inopinée de votre collègue et ami, Edouard Loussamba. Quelques mots sur lui. Tout ce que je peux dire sur Edouard Loussamba, c'est que sa perte, son décès est vraiment une catastrophe pour nous les anciens. Je pense au commandant Ilunga et à moi-même. Loussamba fut ce que je peux appeler un des pionniers de l'aviation congolaise. C'est quelqu'un qui a été à la base de beaucoup de changements du point de vue de la sécurité aérienne au sein de l'entreprise, au départ Air Congo, ensuite Air Zahir et aujourd'hui LAC, par la mise en place de certaines procédures sous sa supervision qui sont actuelles encore aujourd'hui d'actualité. C'est quelqu'un qui a occupé des postes importants tels que DGA de la compagnie à l'époque de la gestion Panam. Et après le départ des Américains, il est resté DGA pendant la gestion française. Et même pendant la gestion du général Kikunda. Vous avez travaillé ensemble? Nous avons travaillé énormément ensemble. On a effectué énormément de vols ensemble, spécialement tout ce qui touchait les vols VIP. Avec le président Mobutu à l'époque. Edouard, c'est quelqu'un avec qui j'ai été partout aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient. Donc c'est vraiment quelqu'un qui avait une grande expérience de l'aviation et c'est vraiment une grosse perte pour nous. Alors, parlons, si vous le voulez bien, de l'état actuel de l'aviation civile au Congo, le ciel congolais, pour dire les choses très simplement. Vous avez eu ce redoutable privilège de diriger notamment le bureau enquête accident lors de la catastrophe de type K. Tout le monde s'en souvient, une tragédie effroyable. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux que vous faites du ciel congolais? Avant que je ne fasse l'état des lieux du ciel congolais, j'aimerais quand même faire une petite marche en arrière. L'aviation, c'est un domaine complexe qui a ses règles et ses lois. Un fabricant fabrique un avion
qu'il met en vente. L'avion, c'est une machine qui consiste à amener les gens par la voie des airs d'un point A vers un point B. Cet avion est piloté par des êtres humains qu'on appelle les pilotes, l'équipage. Ces gens sont régis aussi par des règles. Et au niveau d'un pays, tout pays qui se respecte, il y a l'OACI, qui est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Après la guerre, juste avant la fin de la guerre, les Américains et les Européens se sont dit la guerre va bientôt se terminer, il faudrait, avec tous les milliers d'avions qui volent de par le monde, réglementer l'utilisation de ces avions. Quelle langue utiliser? Je suis français, je survole la Grèce. Est-ce que je peux faire ce que je veux en Grèce? Donc il fallait réglementer tout ça. Convention de Chicago? C'est la fameuse convention de Chicago. Mais cette fameuse convention contient des obligations dans les chefs des États qui ont signé cette fameuse convention. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ben, j'y arrive là. Et le Congo, à l'époque, nous étions colonie belge. Et à l'indépendance, nous avons accepté cette convention par sa ratification. Donc nous devions, si nous voulions faire du travail sérieux, prendre Chicago, la convention de Chicago, l'adapter aux réalités de notre pays et en faire ce qu'on appelle un code de l'air. Vous ne me croirez peut-être pas, Henri, ça fait plus de 20 ans que je me suis battu avec les autorités de mon pays pour que le pays soit doté d'un code de l'air. Pourquoi? Il faut que les gens comprennent l'importance de ces codes. C'est mon pays qui a ratifié la convention. C'est mon pays qui est concerné par cette convention. Moi, opérateur de mon pays, je m'en fous puisque je ne suis pas obligé par une loi locale d'appliquer cette convention. Et la seule façon pour nous d'appliquer la convention de Chicago était que ce code de l'air soit discuté au Parlement et au Sénat et ensuite promulgué sous forme de loi. Il a fallu, depuis le jour où j'avais donné l'ébauche du code de l'air à une autorité de mon pays dont j'étais le nom, il a fallu 4 ans pour que ce code de l'air soit accepté par les deux chambres et ensuite promulgué par le président Kabila. Je crois que c'était fin 2010. Donc c'est chose faite, c'est chose faite. C'est promulgué. Maintenant, vous promulguez une loi, mais il faut quand même des arrêtés d'application de cette loi. Un décret d'application. Un décret d'application. Mais pour le moment, nous ne voyons pas les animateurs de certains postes clés formés pour... Est-ce que les catastrophes auxquelles nous avons assisté ces dernières années sont indirectement liées à cette absence de... Mais bien sûr, ils sont liés. Pragmatisme sur ils sont liés et j'y arrive. Les fabricants qui fabriquent un avion, ils disent, mon avion, je l'ai fabriqué pour 100 000 heures de vol ou 80 000 heures de vol. Mais pendant ces laps de temps, des 0 heures jusqu'à 20 000 heures, il faut la grande maintenance. Entre 0 heures et 20 000 heures, il y a d'autres maintenances qu'on appelle le check A, B, C. Et on arrive au check D, qui est la grande maintenance. Ouais. Ce qui veut dire en clair, pour que les gens comprennent, acheter un avion, c'est acheter un programme de maintenance. Alors, vous achetez un avion, vous l'utilisez. Il y a eu tellement de compagnies aériennes à un moment donné au Congo. Au Zaïre, ça a commencé à l'époque du Zaïre, on s'est retrouvé avec 100 compagnies aériennes.
tout le monde cherchait les lignes rentables. Bujimaï, Chikapa, Lubumbashi, Goma. Tout le monde était là-dessus. Prenons l'exemple d'un boucher qui ouvre sa boucherie dans une rue. S'il est seul, il est sûr de faire de l'argent. Et puis arrive un deuxième boucher, et puis un troisième boucher. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a la concurrence. Normalement, on dit la concurrence, c'est une raison d'améliorer le service rendu à la clientèle. Donc là, il y a une baisse de qualité, bien apparemment. sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement d'avions qui volent sur la même ligne, ce qui fait que les entrées d'argent... Et donc la sécurité, fatalement, quand on gagne moins, qu'est-ce qui se passe au sein des compagnies? Les pilotes ne sont plus recyclés parce que ça coûte de l'argent. Moi, pour aller faire du simulateur à Sabena ou à Paris, ben, faut compter 2 jours de simulateur, c'était presque plus de 4 000 € hein, ou 4 000 $. Ça fait de l'argent. Donc, on supprime le recyclage des équipages, les entretiens respectés, un avion est en panne, ah oui, on fera ça demain. Et puis, de demain à demain à demain, on finit par arriver à une situation où... Mais mon commandant, justement, donc, là, je crois qu'on a bien compris, donc, le tableau que vous dressez est hallucinant, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, la RDC n'a plus de compagnie nationale. Alors, j'entends dire, vous allez confirmer, je parle sous votre contrôle, que une nouvelle compagnie devrait voir le jour. Je crois qu'on a même trouvé le nom, c'est Congo Airways. Vous êtes un professionnel du secteur. Est-ce que la solution à ce problème, c'est créer une compagnie alors que l'on sait très bien qu'il y a encore beaucoup d'actifs d'Air Zahir qui sont encore dans une situation, on va dire, litigieuse et des choses qui n'ont pas toutes été réglées? Et si vous aviez un conseil à donner aux autorités nationales aujourd'hui pour assainir l'espace aérien congolais, quel serait-il? Bon, je vais revenir au problème de la création... Très brièvement, mon commandant, parce que nous arrivons au terme de notre émission. Après, mais avant, j'aimerais parler d'abord de l'autorité qui s'occupe de la gestion, justement, du code de l'air. C'est l'autorité de l'aviation civile du Congo. Une autorité de l'aviation civile dépend administrativement du ministre des Transports, mais travaille d'une façon autonome, du point de vue technique s'entend. Une décision prise par l'autorité de l'aviation civile ne peut pas être cassée par un ministre qui, lui, est politique. Parce que l'autorité de l'aviation civile ne prend pas des décisions à la légère, c'est des décisions concertées, étudiées, et on informe le ministre qui, au niveau politique, prend ces décisions. Bon, cette autorité est supposée avoir des bureaux en propre. J'étais à Kinshasa en 2009. Ils n'avaient pas de bureau. J'ai été reçu à la présidence, j'en ai parlé. Le même jour, on a donné des instructions pour leur donner des bureaux. Et je trouve ça une anomalie. Ils ont un bureau. Ils devaient fonctionner d'une façon autonome. Mais c'est théorique. Mais en pratique, beaucoup de décisions prises par l'autorité sont cassées au niveau politique parce que moi, autorité, je cloue un avion au sol, le lendemain, le patron de la compagnie dont l'avion est au sol s'entend avec les politiques et vous voyez décoller cet avion. Il y a un problème là. Il y a un problème là. Aujourd'hui, vous avez appris que la compagnie Korongo a dû interrompre ces vols pour non-conformité des infrastructures aéroportuaires. Les aéroports n'étaient pas conformes. Mais ça, c'est très grave pour la simple raison. On perçoit une taxe depuis presque 5 ans. La fameuse taxe que chaque passager paye de 50 $. GoPass. Plus 5 $ maintenant. Non, mais j'y arrive. Comptabiliser j'y arrive. Normalement, cette taxe devait servir de garantie pour des crédits futurs, pour justement mettre nos aéroports au standard actuel. C'est 140 millions de $ par an, hein, pour la petite histoire. Hein. C'est le montant. Alors, l'autorité de l'aviation civile fonctionne sans budget. Ils n'ont pas de budget.
comment voulez-vous qu'ils puissent faire leur travail de supervision de la sécurité aérienne au Congo? C'est impossible. Alors, à côté de ça, la ville de Kinshasa impose une taxe de 5 $, en plus des 50 qu'on paye depuis longtemps. Cette taxe sert à comptabiliser les passagers. Non, mais ils appellent ça taxe de statistique. Mais l'autorité de l'aviation civile, dans ses attributions, il y a les statistiques. Qu'est-ce que la ville de Kinshasa a à voir là-dedans? C'est comme si aujourd'hui, le bourgmestre de Bruxelles-Ville ou le bourgmestre de Zaventem imposait une taxe à l'aéroport, à tous les passagers qui décollent de l'aéroport de Bruxelles National, mais le même jour, je crois que les bourgmestres peuvent changer de métier. Bon, commandant, on va devoir conclure. Le ciel congolais aujourd'hui, le conseil que vous donneriez par rapport à la nouvelle compagnie, bonne, fausse ou mauvaise solution? J'ai toujours été pour la création d'une nouvelle compagnie, parce que quand une personne est malade, avec tout ce qu'il y avait comme dette derrière cette compagnie, Air Zaïre, là, ce que vous voulez, il fallait que l'État prenne ses responsabilités, puisque c'est l'État qui est propriétaire à 100%. Il devait prendre ses responsabilités vis-à-vis de cette compagnie défunte, créer à côté une compagnie nouvelle qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Parce que s'il y a un lien entre les deux, le premier vol que la nouvelle compagnie fera, tous les huissiers seront derrière cette compagnie. Nous sommes d'accord. Alors, la décision de créer la nouvelle compagnie est peut-être bonne, mais nous n'avons pas été consultés. Nous qui sommes du secteur, tout à fait. Et même mes collègues qui sont sur place au pays, ça s'est fait dans un cercle purement politique. Et je crois que si nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, la moindre des choses, c'est qu'on nous demande nos avis aussi. D'accord. Voilà. C'est à ça que je m'arrête. Mesdames, je vais terminer par vous. Un dernier mot, on rappelle donc le vendredi 27. Donc, vendredi 27 juin à 19h30 à l'hôtel Métropole, dans la salle Ambassador. Voilà, The One, The Women of Afropolitan Network. On vous attend, on vous reçoit. Il n'y a pas d'entrée, mais on demande juste une petite participation pour aider au fonctionnement de l'ASBL. Est-ce qu'il faut être membre de... Comment faire pour adhérer à The One? En fait, on n'adhère pas à The One, on adhère à GFAIA. On adhère à l'ASBL. On adhère à l'ASBL GFAIA. Voilà. Et effectivement, il y a des formulaires d'adhésion qu'on distribue le jour même pour les personnes qui désirent. Et sinon, vous avez un site internet? Nous avons un site internet, nous avons une page Facebook, groupe Facebook. Donc, on est sur les réseaux, on est sur internet. Si vous voulez plus de renseignements, donc consultez tout ça et vous en saurez plus. D'accord. Guylaine Molaï, Aphrodisiaque, 8e édition. Aphrodisiaque, 8e édition, donc ça se passe au parc Fontenay-sous-Bois à Etterbeek, rue des Champs, numéro 61, je crois. Je ne suis pas sûre du numéro, mais c'est là où il y a la piscine. Le 5 juillet. Le 5 juillet. Donc, il y a évidemment la sensibilisation à la maladie. Je pense que vous avez un stand. Il y a des associations qui vont venir présenter. Mais justement, pour exposer, est-ce qu'on peut vous contacter si quelqu'un veut venir? C'est déjà clôturé. Tous les stands sont clôturés. On a dit, c'est la commune, je remercie la commune d'Etterbeek, de par son échevine, Madame Colette Djonggang. Djonggang, oui, tout à fait. Excuse-moi, Colette. Médecin de son état. Médecin de son état, échevine de la culture, qui a pu se battre pour qu'on nous accorde ces parcs. Donc, il nous aide par rapport à tout ce qui est logistique. Un grand merci pour la commune. Mais comme on avait déjà donné le nombre de stands dont on avait besoin, on ne peut plus augmenter, ça ne fait pas sérieux, tout est déjà clôturé. Et il y a évidemment des concerts pour les jeunes. Je ne connais pas les noms des artistes, et ça c'est plus mon fils qui s'en est occupé. Il faut venir, quoi. Donc, il faut venir, mais à la fin, il y a la bonne rumba congolaise qu'on ne peut pas... Avec un orchestre qui est prévu? Bien sûr. 5 juillet, vous avez Oui, le 5 juillet, il y a la bonne voilà, le rendez-vous est pris. D'accord. 28 juin 27 juin. 27 juin et 5 juillet. Voilà, merci infiniment mon commandant. Je rappelle, commandant Dia Solois, expert en aéronautique, légende vivante de l'aviation civile congolaise.
Madame Guylaine Molaï, présidente du CIPROC et également du festival Aphrodisiaque, et Madame Elena Batundu, présidente de GEFAIA, groupement des femmes africaines intégrées et actives. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau rendez-vous de Laisser parler les gens. Ça se passe sur Matongé TV. À très bientôt. La musique va avec.